Dernière partie sur la mécanique, les aspects énergétiques. On va faire quelques rappels de première. Tout d'abord, le travail d'une force. En physique, le travail d'une force quantifie la quantité d'énergie transférée entre deux systèmes. C'est un transfert d'énergie. C'est-à-dire que le travail est la quantité d'énergie transférée par une force au cours d'un mouvement. Donc le travail s'exprime en joules, c'est comme les énergies. On écrit que le travail du point A au point B de la force F se calcule en faisant vecteur F scalaire vecteur AB. Je rappelle que le produit scalaire, c'est-à-dire le produit des normes, F fois AB, fois le cosinus de l'angle entre les deux. F ici est en newton, la distance AB en mètres, et on obtient un travail en joules. Trois cas peuvent se présenter suivant l'orientation de la force par rapport au mouvement AB. Soit l'angle entre la force et le déplacement AB est inférieur à 90 degrés, alors le cosinus de alpha est supérieur à 0 et le travail est donc positif. On dit que le travail est moteur, ça veut dire que la force donne de l'énergie au système. Si à l'inverse alpha est inférieur à 90 degrés, c'est-à-dire l'angle entre le déplacement AB et la force est supérieur à 90 degrés, donc le cosinus est inférieur à 0, le travail est donc négatif. On dit que le travail est résistant, la force prend de l'énergie au système. Si par contre la force est perpendiculaire au déplacement, donc l'angle alpha vaut 90, à ce moment-là le cosinus de 90 degrés ça fait 0, donc le travail est nul. Ça veut dire que la force n'échange pas d'énergie avec le système. Donc ça veut dire qu'en fait la valeur de la vitesse ne va pas changer à cause de cette force-là, mais par contre éventuellement la direction de la force peut changer. Passons maintenant au cas particulier, le travail du poids. Le poids est une force conservative. Ça veut dire que son travail est indépendant du chemin suivi, il ne dépend que de la différence d'altitude. Prenons par exemple un objet qui se déplace du point A au point B. A est caractérisé par l'altitude ZA et B se trouve à l'altitude ZB. Le travail du poids, quelle que soit la trajectoire entre les points A et B, est égal à m, la masse de l'objet, fois g, le champ de pesanteur, fois la différence d'altitude, ZA moins ZB. Attention, on prend le début moins la fin, ZA moins ZB. Ça veut dire que si ZA est supérieur à ZB, le travail du poids est positif, puisque ZA est plus grand que ZB. Donc, quand on part du point le plus haut vers le point le plus bas, le travail est moteur. On le sait tous que le poids dans les descentes nous donne de l'énergie. Le travail est moteur dans les descentes. Par contre, si ZA est plus petit que ZB, ça veut dire que le point A est plus bas que le point B. Donc on va de A vers B dans le sens de la montée. À ce moment-là, le travail du poids est négatif, ça veut dire qu'il nous enlève de l'énergie. Le travail est résistant dans les montées. On a tous vécu cette expérience-là. Dans une montée, plus on est chargé, plus c'est dur. Parce que le poids nous enlève de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie pour monter quand on est lourd que quand on est léger. Autre cas particulier, le travail des forces électrostatiques. Donc on prend une particule Q qui se déplace du point A au point B. Elle se situe dans un champ électrique E, et donc elle subit une force F. Donc dans un champ électrostatique uniforme E, on sait que la force électrostatique se calcule en faisant F égale Q fois E. Donc si Q est positif, la force est dans le sens de E, si Q est négatif, la force est opposée à E. Et bien, le travail le long du trajet AB de la force électrostatique est égal à la force électrostatique scalaire, le vecteur AB, ce qui donne Q fois E fois la distance AB fois cosinus alpha. Or, AB cos alpha correspond à la distance D, donc ça fait Q, E, D. Le travail des forces électrostatiques est indépendant du chemin suivi parce que la force électrostatique est une force conservative. Passons au cas maintenant du travail des forces de frottement. Donc le travail des forces de frottement, lui, il dépend du chemin suivi parce que les forces de frottement ne sont pas conservatives. Elles dépendent du chemin suivi. Donc prenons l'exemple d'un objet qui se déplace de A vers B, donc dans le sens de la vitesse. La force de frottement est forcément opposée au déplacement. Le travail le long du trajet AB de la force de frottement petit f est égal à F
scalaire AB, donc c'est-à-dire f fois la distance AB, qu'on note ici petit d, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et comme l'angle entre la force et le déplacement AB est égal à 180 degrés, cosinus de 180 ça fait moins 1, et donc on obtient moins f fois d. Donc l'existence de ce moins à chaque fois montre bien que la force de frottement a toujours un travail qui est négatif, donc toujours un travail résistant. Donc la force de frottement, dans tous les cas, enlève de l'énergie au système. Faisons aussi maintenant des rappels sur les énergies, les trois formes d'énergie dont on a besoin en mécanique. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire l'énergie liée à la hauteur à laquelle on se trouve. Cette énergie est égale à mgz. Cette énergie potentielle est donc une énergie qui pourrait être libérée. En fait, plus un objet est en hauteur, donc plus z est élevé, plus il a énergie potentielle, parce que si jamais on le lâche de plus haut, quand on va le lâcher, il va pouvoir atteindre une vitesse plus grande. Donc plus un objet est placé en hauteur, plus il est capable de libérer une plus grande quantité d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, quant à elle, est une énergie liée à la vitesse. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Et on appelle énergie mécanique la somme de ces deux énergies, donc l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et l'énergie mécanique est constante si les seules forces qui s'exercent sont conservatives. Donc concrètement, ça veut dire en l'absence de frottement. Donc en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve, donc l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et réciproquement. Et s'il existe des forces de frottement, l'énergie mécanique diminue. La conservation des énergies peut s'écrire de deux façons, soit le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc dès qu'une force exerce un travail sur un système, cela va lui ajouter de l'énergie cinétique ou lui enlever de l'énergie cinétique. Deuxième façon d'écrire la conservation de l'énergie, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Comme on l'a dit, si toutes les forces qui s'exercent sur un système sont conservatives, alors l'énergie mécanique se conserve. Concrètement, en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Voyons ça sur un graphique. On va prendre l'exemple d'une chute avec ou sans frottement, donc un objet qu'on laisse tomber et qui tombe. Donc, sans frottement, l'énergie cinétique au cours du mouvement augmente, puisqu'il tombe, il va de plus en plus vite. Et comme il descend, son énergie potentielle, elle, diminue. En l'absence de frottement, la somme des deux est constante, c'est l'énergie mécanique qui se conserve. Dans le cas de la chute avec frottement, on a toujours, quand l'objet tombe, l'énergie cinétique qui augmente, parce que la vitesse augmente. On a l'énergie potentielle qui diminue, parce que l'objet est de plus en plus bas. Par contre, la somme des deux ne vaut pas toujours la même chose, et petit à petit, au cours du mouvement, à cause des forces de frottement, l'énergie mécanique diminue.